Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre pour la seconde partie de New World Forum. New World Forum spécial Covid-19, la pandémie qui continue de sévir, notamment au Togo. Et pour ce panel, nous allons surtout parler de la crise et nous interroger si, au bout du compte, il s'agira d'une crise humanitaire. La crise sanitaire va-t-elle déboucher sur une crise humanitaire? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. À ma droite, docteur Sosinou Aoussi. Bonsoir, docteur. Bonsoir Gilles. Comment allez-vous? Je vais bien et vous? Oui, très bien. Vous êtes le secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Oui, en effet, oui. Avec vous, docteur docteur Aoku Fanché, qui est médecin de santé publique. Docteur, bonjour. Bonjour, monsieur Gilles. Et nous serons rejoints dans la seconde partie par un autre médecin, docteur Michel Kodom, qui est médecin interniste, président de M Afrique. Et pour cette première partie, je voudrais comprendre un certain nombre de choses, à commencer par, comment on va dire ça, la pandémie, le Covid-19 qui a surpris finalement tout le monde. Mais vous, en tant que praticien, en tant que fonctionnaire au ministère de la Santé, est-ce que vous avez vu venir cette maladie, docteur Aoussi? Merci Gilles. Je voudrais, avant de commencer, saluer nos chers auditeurs pour leur écoute. Téléspectateurs, je veux dire. Pour leur assiduité à nous écouter, à parler de ce que c'est que cette épidémie qui est le Covid-19. Alors, Gilles, je peux vous dire que quand l'épidémie avait commencé en Chine, en début d'année 2020, et pour laquelle, quelques jours plus tard, vers la fin, en tout cas dès que les premiers cas ont été déclarés, et que vers la fin du mois de janvier, cela a été déclaré comme une épidémie à portée internationale. Au Togo, tout était mis en place pour faire face donc à cette épidémie. Nous avons au ministère de la Santé ce que nous appelons le Centre des opérations des urgences de santé publique, qui est une entité en charge de la préparation et la riposte à toute forme d'épidémie. Parallèlement, nous avons une division de surveillance épidémiologique qui monitore chaque fois les maladies à potentiel épidémique. C'est ça qui nous permet d'ailleurs chaque jour de voir quelle est la tendance de l'évolution des maladies qu'on peut dire, c'est des maladies qui existent sous forme endémique, mais de temps en temps, quand le nombre de cas attendus est supérieur à la normale, en tout cas quand le nombre de cas obtenus ou recensés est supérieur au nombre de cas attendus, on parle dans ce moment d'épidémie, ça nous a permis, les entités comme la surveillance et le COUSP, ces deux entités travaillent de concert. Et chaque fois que le nombre de cas obtenus sur le terrain est supérieur au nombre de cas attendus, nous déclenchons donc la riposte. D'abord l'alerte quand le nombre commence par augmenter, et puis la riposte quand nous atteignons donc le seuil épidémique. Pour cette maladie particulièrement, techniquement, le ministère de la Santé s'était préparé. Dès qu'on est passé en alerte, une cellule s'était mise en place pour faire tout, pour réviser tous les plans de riposte. Étant donné qu'en Chine, vous-même vous connaissez le nombre de victimes que la maladie avait commencé par faire, et heureusement au plus haut niveau du ministère au-dessus du ministère de la Santé, les autorités gouvernementales et au-dessus le président de la République, un comité de crise aussi a été mis en place à ce niveau-là, ce qui fait que vous connaissez le cours des événements. Dès que le cas indexe le premier cas, qui était la dame qui était rentrée au Togo après un voyage, oui. Et voilà, donc tout le mécanisme de riposte est donc enclenché. Voilà, donc nous attendons vraiment, on n'a pas été surpris par cette épidémie. Mais est-ce que les faits vous donnent raison quand vous dites que vous n'avez pas été surpris, que la veille épidémiologique a été assurée? Est-ce qu'on peut vous croire aisément? Parce que
si je donne l'exemple seulement du centre d'accueil, quand les premiers cas ont commencé par émerger, il n'a pas été tout de suite désigné un centre pour accueillir les malades. On a dû tâtonner. Non, on n'a pas du tout tâtonné. Oui, mais parce que d'abord c'était le CHU, ensuite le centre hospitalier régional de Kégué, mais tout ça, ça n'a pas été fait comme quelque chose de très planifié. C'était déjà planifié, mais vous imaginez que parce qu'il y a une épidémie en Chine et puis nous vidons le CHU, le CHR Lomé commune en attendant que l'épidémie arrive, ça ne peut pas se passer comme ça. C'est pour ça qu'au CHU Campus, il avait été prévu un certain nombre de lits. Pas beaucoup, il paraît 4. On ne peut pas prévoir beaucoup parce que même si nous savons qu'on va avoir beaucoup de cas, on ne peut pas prévoir beaucoup. Mais le plan B était là. Le plan B, c'était la réquisition par les autorités du CHR Lomé commune. Le plan A, c'était d'accueillir les premiers patients. Alors, la nuit, vers 18h, quand nous avons été contactés par le laboratoire national de référence, que nous venons d'avoir le premier cas index, bien évidemment, nous avons rendu compte aux autorités supérieures. Une réunion de crise a été tenue au niveau technique, ça c'est avec nous au ministère de la Santé, pendant que les autorités supérieures s'étaient retrouvées de l'autre côté autour du chef de l'État. Qu'est-ce que nous avons pu faire? C'est rapidement aller chercher cette dame et de la mettre dans le centre prévu à cet effet, qui était le CHU Campus. Parallèlement, il fallait produire tous les rapports que vous connaissez, notamment ce qu'il faut dire au public, les rapports techniques à faire aux autorités et puis la déclaration de la maladie sur le plan international. Et aussi, il fallait investiguer autour de ce cas index-là toutes les personnes qui étaient en contact avec elle. Donc, le système de riposte était déclenché comme ça. Alors, qu'est-ce qui a donné le coup d'accélération à tout ce qui s'est passé? C'est que, avant que le cas index là soit trouvé, il s'est fait qu'elle était rentrée, infectée, elle vivait avec des gens. 2 semaines plus tard plutôt, quand nous avions fait les analyses biologiques, disons que les tests biologiques étaient régulièrement faits parce que les personnes à risque n'étaient pas très nombreuses, c'était 24. 2 semaines plus tard, à la fin de leur suivi, quand nous avons repris encore les examens biologiques, 5 sur 24 des contacts de cette dame-là étaient devenus positifs. Le CHU Campus avait encore la possibilité d'accueillir les patients. Alors, il s'est fait que dès que le gouvernement avait annoncé les mesures de restriction des voyages, qui fait partie des mesures de barrière collective, il y a eu précipitation de la plupart des Togolais et aussi des résidents togolais qui étaient à l'étranger, notamment en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, pour rentrer au pays. Alors, dès que ce groupe était rentré, les premiers testings qui ont été faits, ça a permis de retrouver rapidement parmi eux des gens qui étaient infectés par la maladie. En ce moment, les capacités prévisionnelles étaient dépassées. Il faut passer au plan B, ce qui a poussé l'autorité supérieure, le chef de l'État, je veux dire, à prendre la décision donc de passer au plan B, ce qui a permis de réquisitionner le CHR Lomé commune, qui était encore une entité hospitalière où des patients étaient gardés, et très soigneusement et très promptement, les patients qui n'étaient pas en mesure d'être libérés étaient transférés dans les hôpitaux. Nous avons à Lomé 2 CHU, Campus et puis le CHU SO, plus des hôpitaux de grande capacité, ce qui a permis de libérer l'hôpital, de commencer des travaux d'aménagement, pendant que les endroits qui étaient assez aménagés déjà avaient donc accueilli les patients qui étaient trouvés, qui étaient donc en détectés. En fin de compte, le centre est opérationnel aujourd'hui. Voilà. Le centre qui accueille donc les malades du Covid-19. Maintenant, je voudrais demander à notre second invité, Dr Aokou, si la menace du Covid-19 n'a finalement pas été exagérée sur le continent noir, à la mesure des chiffres qui sont avancés. C'est vrai, dans votre pays, par exemple, le Togo, il y a eu 3 morts. Nous sommes autour de 76 cas confirmés aujourd'hui, avec une quarantaine actifs. Si on compare ces chiffres avec ce qui se passe en Occident, aux États-Unis, en Italie, en France, est-ce que la menace en Afrique n'a pas été exagérée? Docteur Aokou.
Merci. Je pense que c'est d'abord une bonne chose de pêcher par excès dans ces situations d'urgence. Plutôt que de pêcher par défaut. Par défaut, pour être acculé par le nombre, l'ampleur des décès à avoir sur les bras gérés. Et ce ton alarmiste tenait compte, en fait, des réalités, des capacités de nos structures de soins à faire face aux situations de crise que les pays occidentaux, les pays développés ont connues dans leurs services de réanimation. Et il faut dire que l'Afrique, c'est un continent où on a l'impression de voyager beaucoup, mais on voyage à l'intérieur du pays ou des pays, alors que de l'autre côté, des gens voyagent de pays en pays. Donc, pendant que l'épidémie sévissait en Chine, il y avait encore des Européens, des Américains qui allaient continuer à aller en Chine, des Chinois qui étaient autour du monde. Donc, la contamination s'est propagée rapidement. Alors que chez nous, il a fallu importer un cas pour que la contamination devienne locale dans notre pays. Et quand nous prenons la majorité des pays où il y a plus de facilité de voyager, surtout vers la Chine, l'Afrique du Sud par exemple, c'est le premier pays en Afrique au sud du Sahara à avoir beaucoup de cas. Et cette facilité de voyage fait que le risque est beaucoup plus élevé. Donc, exagérer, ça a permis au pays de mieux s'armer et de ne pas commettre ce qu'on peut appeler des insuffisances des autres pays. Donc, les dispositions qui ont été prises chez nous, par exemple, si nous disons aujourd'hui nous sommes à 76 cas, nous pensons que c'est une stratégie payante. Parce que tout cas positif a été en même temps confiné. Ça veut dire on réduit son contact. On fait mieux que vous. En France, par exemple, il y a eu même un confinement total. Malgré ça, les chiffres ne cessent de grimper. Pourquoi ça grimpe ailleurs alors qu'au Togo, nous sommes autour de 80 après plus d'un mois? Non, ça ne veut pas dire qu'ils ont fait mieux que nous. Le confinement total ne veut pas dire faire mieux. Dès que le premier cas a été retrouvé, on l'a isolé. Mais vous ne pouvez pas avoir la prétention d'avoir fait mieux que la France, l'Italie, les États-Unis. Non, ça dépend de sur quel plan vous vous trouvez, vous mettez pour dire qu'ils ont fait mieux. C'est ça le... Nous parlons de ce que nous avons, notre situation au jour d'aujourd'hui. Alors, docteur, aussi, pourquoi nous sommes à peu près à 80 après un mois? Je vais rebondir réellement sur cette question. Alors, vous savez, investiguer pour les maladies à potentiel épidémique, il n'y a pas de pays étrangers hors de l'Afrique qui font mieux que l'Afrique. Parce que nous avons traversé plusieurs épidémies et c'est ce que nous faisons tous les jours. Est-ce que vous savez qu'avant coronavirus, nous, on était déjà en train d'investiguer sur la recherche active des cas de poliomyélite? Vous savez ça? Vous ne saviez pas. Est-ce que vous savez que l'année passée, on avait eu une épidémie de la fièvre Lassa? 2 années successives, on a eu une épidémie à la fièvre Lassa. Est-ce que vous savez que nous avons investigué pour la méningite? C'est notre travail quotidien. Nous savons que, vous savez, pour qu'une épidémie prenne de l'ampleur, il faut qu'il y ait un cas qui s'introduit dans une population susceptible, c'est-à-dire une population à même d'être infectée, et que dès qu'un certain nombre est infecté à partir du cas primaire, eux aussi, ils infectent d'autres et ça entretient la chaîne de contamination. Sur les 76 cas retrouvés au Togo, savez-vous que jusqu'à 40 ont été des voyageurs? 40.
ont été des voyageurs. La plupart Et sur les 40 qui sont des cas confirmés, bien sûr. Qui ont eu des contacts avec les voyageurs dont vous parlez? Non. Peut-être je vais m'expliquer encore mieux. Sur les 76 cas confirmés au Togo, 40 ont été des Togolais ou des résidents togolais rentrés du voyage, qui ont été très tôt confinés et à la suite de leur suivi, on s'est rendu compte qu'ils sont infectés. Ça représente 3,5% des voyageurs. Vous imaginez que si ces 40 voyageurs n'avaient pas été identifiés, infectés n'avaient pas été identifiés, et qu'ils étaient laissés dans la nature, Yovo Détor, vous savez, quand ils viennent, ils se baladent, ils saluent tout le monde, ils allaient infecter d'autres personnes. Or, cette maladie qu'on appelle le Covid, ce n'est pas la maladie en soi qui fait peur autant. Le souci que cette maladie pose, c'est que ce microbe pose, c'est qu'une seule personne infectée peut, dans la journée, s'il ne sait pas qu'il est infecté, infecter des dizaines d'autres personnes. C'est une pathologie hautement infectieuse. C'est pour ça d'ailleurs que les gens parlent d'armes biologiques. C'est une maladie hautement infectieuse. Dans certains pays où des villes sont très bondées, il a été même prouvé qu'une personne infectée qui se balade peut infecter 50 à 80 personnes par jour. Or, en moyenne, la maladie dure 7 à 10 jours. Donc, quand vous multipliez ça par 10, ça veut dire qu'une seule personne peut infecter jusqu'avant la guérison, jusqu'à 100, voire 500 personnes. Et si vous avez 40 voyageurs comme ça qui se baladaient dans le Togo, en 2 semaines, vous avez 10 000, 50 000, voire 100 000 personnes. En tout cas, en un mois, vous avez plus de 100 000 personnes infectées. Alors, quel est le problème? Si vous avez 100 000 personnes infectées, même si c'est 1% d'entre eux qui vont faire les formes sévères de la maladie, vous aurez en une seule semaine 1000 personnes à réanimer. La France a atteint 10 000 personnes à réanimer. Si on suppose simplement que c'est 1% des personnes infectées qui vont faire les formes sévères de la maladie, qui vont nécessiter la réanimation, ça veut dire que dans la réalité, il y a 1 million de personnes infectées. 10 000 personnes à réanimer. Vous savez ce que ça veut dire? Nos pays en voie de développement, nous n'avons pas les capacités aujourd'hui, en ressources humaines ni en ressources physiques, que ce soit en infrastructure, que ce soit en équipement, pour faire face à un nombre élevé de personnes à réanimer. Les populations cibles les plus fragilisées face au Covid, c'est les diabétiques. C'est les gens qui sont hypertendus, ceux qui ont un peu de surpoids. C'est les personnes infectées par les maladies immunisantes, c'est-à-dire les maladies qui entraînent la baisse de l'immunité. On en a plein dans nos populations. Mais aussi ceux qui vont avoir une inoculation massive du virus dans leur corps. Là, quelle que soit votre réaction du corps, vous allez en mourir. Vous voyez, c'est ces précautions-là qu'on est en train de prendre. C'est pour ça que très tôt, nous avons utilisé la stratégie de tracking des personnes qui sont rentrées dans le pays. Et aujourd'hui, on peut s'en contenter. La seule peur que nous avons aujourd'hui, c'est pour ça qu'on va arriver sur les mesures barrières, c'est que tous ceux qui sont rentrés des voyages, tous ceux qui ont des signes en tout cas qui sont semblables aux symptômes de la maladie, ils n'ont qu'à appeler le 111. Nous allons investiguer et voir s'ils sont infectés, retrouver les contacts tous d'eux, et puis voilà, c'est réglé. Alors, de ce que vous avez dit, de ce langage optimiste, est-ce qu'il faut conclure que le pire est déjà évité, ou il faut s'attendre encore à une contamination alarmiste? Même la Chine est préoccupée par le risque d'une résurgence. Ce n'est pas parce que l'épidémie est presque à sa fin que... En Chine. Mais nous sommes pratiquement à 3 semaines, 24-25 jours de l'épidémie. Ça dépasse, on a fait même plus d'un mois déjà. Après le premier cas. Après le premier cas, donc les nouveaux contacts, des nouveaux cas qui pourront positiver entre 10, 14 jours, 21 jours après, sont des risques. C'est pour cette raison qu'ils sont suivis, pour éviter de constituer un ballon d'oxygène pour
une explosion de l'épidémie. Mais on ne peut pas dire que le pire est derrière nous. Non, le pire n'est pas encore derrière nous. C'est le jour où on aura, sur plusieurs mois, 0 cas. On peut se dire que le pire est derrière nous. Mais tout en gardant en mémoire qu'il faut toujours faire attention parce que c'est une nouvelle maladie. Personne ne la maîtrise de bout en bout. Le risque de recontamination peut... On a des gens qui sont des porteurs sains. Ils ont leur virus dans leur corps, n'ont aucun signe, aucune manifestation de la maladie. Donc, il faut quoi? Ils continuent tranquillement à vaquer à leurs occupations et constituent une source de contamination. Donc, si on a plusieurs personnes de ce type ou de cette catégorie dans la population, c'est que nous sommes... Nous devons garder... Est-ce que la nature vous a quelque peu protégé? Parce que nous avons entendu ce discours aussi, notamment du fameux docteur Didier Raoult, qui estime que les Africains, surtout au sud du Sahara, le fait qu'ils soient régulièrement confrontés au paludisme, qu'ils aient utilisé plusieurs médicaments contre le palu, ça pourrait protéger relativement contre la propagation de la maladie. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui, docteur? Alors, merci beaucoup. Au fait, sur le plan épidémiologique, comment définir le profil évolutif de cette épidémie? Il y a des questions pour lesquelles on n'a pas encore de réponse. La première question, est-ce que quand quelqu'un est infecté, est-ce qu'il est immunisé? Ça, on connaît. Il sort avec une immunité. C'est confirmé. Ça, c'est confirmé, bien sûr. Puisque vous avez une fois fait la maladie... Non, pas une fois. Expliquez-moi. C'est-à-dire ceux qui, par exemple, sont infectés au Togo ici, oui. Quand ils sont sortis immunisés. Parce que quand on fait le test sérologique, c'est-à-dire quand on cherche les anticorps dans le corps, dans leur organisme, dans le sang, on trouve qu'ils ont développé des anticorps spécifiques contre la maladie. Maintenant, la question qui se pose, jusqu'à quand cet anticorps va exister dans leur corps pour les protéger? Si par exemple, c'est des anticorps qui ne vont durer que 6 mois, ça veut dire qu'au bout des 6 mois, ils sont susceptibles de devenir infectés encore. Mais sur le champ, est-ce qu'ils peuvent s'infecter de nouveau? Sur le champ, ce n'est pas encore prouvé. Sur le champ, ils sont protégés contre la maladie. La preuve, c'est qu'on les hospitalise dans les mêmes zones. Et s'ils guérissent, ça veut dire qu'ils ont développé les anticorps contre la maladie. C'est pour ça qu'ils sont guéris. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Hein? Maintenant, la deuxième nouvelle qui n'est pas encore vérifiée, c'est que c'est une maladie nouvelle. Ça, c'est ce qu'on ne sait pas encore. Jusqu'à quand cette immunité va durer? Si c'est une immunité courte, la maladie due au coronavirus va devenir une endémie. Avec des gens qui vont s'infecter chaque fois. Ça va être difficile de s'en débarrasser, sauf si on trouve un vaccin et que les gens se vaccinent périodiquement, ou alors, ça dépend du type de vaccin, les gens se vaccinent et puis ils sont protégés contre la maladie. La deuxième chose, si l'immunité va durer, alors, et que la population respecte toutes les mesures individuelles barrières contre la maladie et les mesures collectives prises par le gouvernement pour faire barrage à la maladie, si ces mesures sont respectées, s'il n'y a pas d'autres nouveaux cas qui sont rentrés, et que nous-mêmes, on prend soin de respecter toutes ces mesures, la maladie va s'éteindre. Encore qu'avec la globalisation, ça, ce n'est pas évident. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les gens vont continuer par s'infecter et s'infecter. Il y a une étude qui n'est pas encore faite, et ça, je pose la question tout le temps aux scientifiques. Est-ce qu'avant que l'infection soit introduite dans la population, c'est vrai que c'est nouveau, est-ce que des études ont été faites pour voir est-ce que dans notre population, les gens n'avaient pas déjà des anticorps dus à des infections croisées? Parce qu'il peut arriver que vous ayez une infection et l'organisme produit un anticorps qui peut vous couvrir contre d'autres maladies. Est-ce que des études ont été faites dans la littérature? Surtout pour des gens qui ont régulièrement développé... Je ne sais pas, mais de toutes les façons, l'organisme peut être infecté par des entités virales ou autres microbes
et qui pousserait donc cet organisme à produire des anticorps qui peuvent être efficaces sur le coronavirus. On n'a pas encore fait cette étude pour s'en assurer. Et pour le moment, je crois qu'il n'y en a pas ailleurs. Et en Afrique, on n'a pas démontré ça. Alors, autre facteur qui peuvent agir, influencer sur la transmission de la maladie, les gens parlaient de la chaleur. Vous savez, l'organisme humain est à 37 degrés. Le virus vit dans la cellule infectée, dans l'organisme humain à 37 degrés. Maintenant, la question est de savoir si l'infection n'est pas directe, si c'est une surface souillée. Et ça, nos scientifiques aussi peuvent faire ces études. Une surface souillée par la salive ou, je ne sais pas, les déjections des voies aériennes, exposée à l'air, après combien de temps cette cellule peut vivre? Je crois que les gens font ces études dans les pays tempérés, glacés, tout ce que vous voulez. Mais en pays tropical, nous n'avons pas encore trouvé de revue de la littérature. Les gens sont en train de chercher toujours et nous incitons nos scientifiques à plancher là-dessus. C'est des recherches opérationnelles qui peuvent permettre, nous, acteurs épidémiologistes, d'essayer de voir comment on peut prédire la courbe évolutive de cette maladie. Notamment, déjà voir quelle est la courbe de séroprévalence de la population, c'est-à-dire combien de personnes sont déjà infectées et immunisées, et essayer de voir aussi combien de personnes n'ont pas été encore en contact avec la maladie, ce qui peut permettre donc d'estimer à peu près combien de temps cette épidémie peut durer. Je vais vous demander tout à l'heure, ce n'est pas pour alarmer, mais si vous avez à peu près une idée du pic de la maladie, la courbe va atteindre, je pense que c'est son asymptote. Asymptote verticale, voilà. À quel moment on va atteindre cette forme d'asymptote et combien de Togolais pourraient être touchés? Vous allez y réfléchir. Le temps que je demande à Dr Aokou, si finalement ceux qui ont opté pour le confinement total sont allés trop vite en besogne, ça a eu lieu à Accra par exemple, le Nigeria l'a tenté aussi, cette forme de confinement total en Afrique où on n'a eu qu'une centaine de cas dans ces différents pays, est-ce qu'ils sont allés trop vite en besogne? Bon, je ne saurais dire s'ils sont allés trop vite en besogne, parce que ça dépend des réalités de chaque pays. Quand vous voyez la Chine... Mais les réalités sont pratiquement les mêmes, à Accra, à Kalomé. Pas du tout évident, parce que quand vous allez à Lagos, ce n'est pas la même chose que... si vous êtes chez nous à Lomé. On a vu le Bénin aussi qui n'a pas opté pour le confinement. Oui, parce que quand les gens... n'a pas beaucoup grimpé, ils sont à une vingtaine depuis un moment là. Quand vous avez une bonne frange de la population qui vit au jour le jour, il faut avoir des mesures sociales pour les accompagner. Donc c'est plus facile d'aller au confinement total. Mais dans ces conditions, c'est assez compliqué. Maintenant, quand nous prenons la Chine où le confinement total a été expérimenté, ils ont les moyens de leur politique et ils ont mis de gros moyens pour faire respecter ce confinement. Or, chez nous, regardez un peu dans la ville, juste à côté, en venant ici, les attroupements, bon, ça continue. Malgré tout ce qui est dit sur les médias, il y a encore de petits attroupements où nous n'avons pas encore pris la mesure de la chose. Parce qu'il faut être conscient que le mal est dans la cité et qu'on doit essayer d'appliquer les différentes mesures, barrières et autres pour essayer de réduire la transmission dans la population. Le virus ne se balade pas. C'est l'homme qui le transporte, qui le distribue de point en point, d'un point à un autre. Donc, ce qui a été fait, on a réduit tant soit peu le déplacement des personnes contacts de Lomé vers les autres villes de l'intérieur. Ce qui a réduit le risque de dissémination. S'il n'y avait pas eu ces bouclages de certaines villes, certainement qu'on ne serait pas à 76 cas confirmés. On serait au-delà de ça. Mais alors, le bouclage dont vous parlez n'est pas systématique. Non. Déjà, lorsque vous avez appris que c'est bouclé, il y a beaucoup qui ont essayé
de continuer. Ça a freiné les mouvements. Oui, ça a freiné. Et c'est déjà une bonne chose. C'est déjà une bonne chose. Lorsqu'on freine le déplacement des cas contacts positifs probables vers d'autres zones, c'est qu'on réduit la fréquence. Donc, le cas de la région des Savanes, de Mango, qui a été prise en charge à chose. Rentrée du Ghana, séjourner ici, reparti là. Donc, vous voyez un peu si on avait 3-5 cas, comme les cas de Sokoré, qui en réalité ont fait augmenter le cas positif actuellement. S'ils étaient restés à Lomé, on les retrouverait tous à Lomé. Donc, à l'intérieur du pays, on n'aura pas d'autres foyers de contamination. Donc, ce sont ces déplacements qui augmentent le risque de propagation. En les réduisant, on réduit aussi le risque de propagation. Donc, le confinement, c'est une bonne chose, mais le confinement total, je ne sais pas si nous avons les moyens de le mettre en application parce qu'il faut que nous-mêmes, en tant que citoyens, nous puissions l'accepter d'abord. Est-ce que c'est une question de citoyen? Est-ce que ce n'est pas une question de vie ou de mort? Oui. Vous voyez un peu dans la philosophie de l'Africain, on dit qu'il faut toujours mourir de quelque chose. Donc, bon, ils préfèrent encore aller trouver à manger pour aujourd'hui que de se cacher face à la maladie. Oui. Vous prenez les bouchons sur la route entre Lomé et Aného. Bon, les taxis déposent à Govoudou, c'est les émigrants qui font le reste. On reviendra tout à l'heure sur ces restrictions dans le domaine du transport, des mesures qui ont du mal à rentrer en application. Docteur Aoussi, je reviens à vous maintenant. Le pic de la maladie, c'est pour quand? Et dans votre veille épidémiologique, combien de Togolais voyez-vous concernés dans ce cadre? Alors, merci beaucoup Gilles. Alors, je vais revenir encore sur cette démonstration sommaire. Il s'agit d'une maladie d'importation. C'est-à-dire, avant le début de l'épidémie en Chine, le Togo, en tout cas, scientifiquement, il n'avait pas été prouvé que le Togo avait des cas de coronavirus. Les premiers cas ont été recensés chez des voyageurs. La plupart de ces voyageurs, et je peux dire peut-être la plupart ou tous, c'est des hypothèses. Ceux qui sont rentrés, ils ont été retrouvés. Les rares personnes avec qui ils étaient en contact avant d'être confinés, ou du moins ceux qui ont été accueillis directement et qui ont fait l'objet de suivi, ils n'ont pas eu d'autres contacts, ils ont été suivis, détectés et soignés. Certains d'entre eux sont d'ailleurs déjà guéris. D'accord? Si nous partons de l'hypothèse selon laquelle tous les voyageurs qui sont rentrés ont été identifiés et que leurs contacts aussi sont bien suivis et qu'ils sont identifiés, pris en charge et que ces contacts n'ont pas eu d'autres contacts, ça veut dire simplement que nous sommes arrivés à bout de l'épidémie. Mais ce qui se passe, c'est que nous avons des frontières terrestres assez poreuses, une frontière aérienne contrôlée et une frontière maritime contrôlée. Ce qui nous pose problème, c'est les frontières terrestres. D'accord? Des frontières terrestres par lesquelles les gens rentrent. Des Togolais qui vont à l'extérieur et qui reviennent. Et que les stratégies des pays voisins, ce n'est pas la même chose. Par exemple, pendant qu'au Bénin, les gens circulent comme ils veulent, nous avons choisi la stratégie barrière collective en confinant, en contenant les villes en épidémie ou susceptibles d'être en épidémie et essayer de contrôler le mouvement de la population. Là, je vais revenir quand le docteur Oku disait que est-ce qu'ils vont adhérer? Moi, je crois que si nous expliquons bien à la population, ils vont adhérer. La preuve, c'est que quand vous allez en ville, l'engouement qu'il y avait dans le temps, ce n'est plus la même chose. Ça veut dire que la population a compris. Bien évidemment, il y aura des gens qui auront moins d'adhésion, mais c'est grâce à ces émissions-là, à la sensibilisation de proximité, les gens vont finir par adhérer à ces mesures parce que ça va de leur terrain. Alors, si nous avons pu contenir ces voyageurs qui rentrent avec la maladie, l'effort à faire maintenant, c'est que ceux qui sont rentrés et qu'on n'a pas pu identifier et qui ont pu infecter d'autres personnes, ça va être difficile. On risque d'assister
avec les mesures actuelles, a des micro-poches de la maladie au Covid-19. Mais ce qui pourra nous sauver aussi, c'est le 111. C'est pour ça qu'on doit continuer par parler à la population que s'il y a des gens ont des signes qui sont donc, en tout cas, qui sont similaires à ceux décrits pour coronavirus, ils appellent le 111. Nos équipes d'investigation vont les approcher. Ces personnes seront identifiées. Il y a toute une fiche, tout un questionnaire d'investigation. Si ça rime réellement à la suspicion de coronavirus, ils vont bénéficier de prélèvements. Mais ce qui est sûr, ça va durer. Oui, ça va durer parce que c'est difficile de prédire, avec les stratégies que nous utilisons, c'est difficile de prédire. Il y a un travail scientifique qui devra être fait. Quel est le nombre de personnes déjà infectées et immunisées? Si nous pouvons savoir aujourd'hui, connaître aujourd'hui la courbe, en tout cas la prévalence de la maladie dans la population, combien de personnes sont déjà infectées, combien de personnes sont susceptibles de l'être, ça va beaucoup nous aider. Mais justement, c'est la question que je vous renvoie. C'est pour ça que je dis que c'est difficile de prédire actuellement la courbe d'évolution de la maladie. Même, il faut parfois... il faut en avoir une idée, parce que si vous n'avez aucune idée de cette courbe, vous ne pouvez pas vous préparer. Gilles, vous savez, dans cette maladie, nous devons savoir dire que nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Même en France, même en Chine, où l'épidémie a lieu, même à Wuhan, j'avais déjà posé une hypothèse. Si c'est une maladie qui donne une immunité temporaire, même ceux qui étaient malades guéris, ils sont susceptibles de tomber malades encore. Vous voyez? Donc c'est difficile à prédire. C'est difficile à prédire. La seule chose que nous devons faire, et je crois c'est la stratégie mise en place déjà par le gouvernement, c'est le renforcement de notre système de santé à faire face aux formes sévères de la maladie. C'est pour ça que vous avez vu ces derniers temps, c'est le chef de l'État en tête qui a fait des frais spéciaux pour faire venir du matériel, pour ramener du matériel pour la prise en charge. 144, ça n'est pas quelques. Ah voilà, vous voyez déjà le renforcement de la capacité d'accueil. On n'était pas à zéro, s'il vous plaît. On n'était pas à zéro. On n'était pas à zéro. Vous n'aviez pas de respirateur avant le début de cette non, vous avez appris ça par rumeur. Moi, je suis le secrétaire général du ministère de la Santé. Nous avions des respirateurs, seulement il n'y en avait pas beaucoup. Oui, vous en aviez combien avant le début de cette épidémie? Non, mais il y avait des respirateurs dans les hôpitaux, dans les grands hôpitaux. Oui, combien? Oh là là. Il y a combien d'hôpitaux? Il y a les CHR, il y a les CHU, il y avait des hôpitaux. Il n'y avait pas de respirateur prévu pour la prise en charge de Covid-19. Mais il y avait des respirateurs dans les hôpitaux. Bon, laissons ce débat. On revient sur la courbe épidémique. Oui. Je vous dis qu'actuellement, c'est une maladie nouvelle. C'est difficile de prédire comment est-ce que ça va se terminer. Oui, parce que la peur, je répète encore, la peur, c'est que ça devienne une endémie, c'est-à-dire une maladie qui existe permanemment, avec quelques pics épidémiques, quelques pics de cas, et de nombre de cas confirmés, et puis ça va chuter. On va contenir avec nos moyens d'investigation et de contention des personnes contacts, un peu comme Ebola est devenu en RDC, c'est devenu une épidémie, une endémie avec des pics épidémiques. Voilà. Alors, docteur Akou, est-ce qu'il y a une tentative, je ne veux pas dire une contre-expertise, sur les informations et la façon de gérer cette maladie, où les informations vous ont tombé simplement de l'extérieur et puis vous les relayez simplement? Est-ce que vous avez questionné les informations sur le Covid-19? Il faut dire que la maladie est venue de quelque part, de la Chine. Et en ces débuts, l'Organisation mondiale de la santé a envoyé ses experts pour questionner un peu le système chinois de santé, pour voir quelles sont les différentes facilités à utiliser pour contenir l'épidémie. Donc, avant de proposer quelque chose contre ce qui existe, c'est qu'il faut l'avoir. Or, dans ce cas précis, si nous prenons le paludisme, nous pourrons dire beaucoup de choses, que ces stratégies, nous les avons maîtrisées, on peut aller. Mais le Covid-19, c'est une nouvelle maladie que même les différentes études qui sont en cours actuellement, tant en Chine qu'aux États-Unis et dans le reste du monde,
continue par donner des informations qui ne sont pas encore complètes. Ça prendra encore au moins 6 bons mois pour décrypter totalement la maladie, ses facteurs favorisants, comment le virus qui a quitté la chauve-souris pour se retrouver chez l'homme. La chauve-souris, on parlait de pangolin. Non, le pangolin, c'est l'autre intermédiaire parce que c'est la chauve-souris qui héberge ce virus. Et on se demande comment de la chauve-souris au pangolin, puisqu'on a retrouvé chez le pangolin une variante de ce virus-là. Ça fait 96% à peu près de l'information génétique. Donc ça veut dire qu'il reste encore quelque chose à comprendre, comment ça a muté dans le pangolin pour contaminer l'homme. Tant que ces différents aspects ne sont pas maîtrisés, il n'y aura pas de contre-information ou expertise pour proposer d'autres mesures. Parce que là, actuellement, ce que nous disons, ce qui est connu, c'est qu'il y a la contamination interhumaine. Et on sait que c'est à travers les postillons, lorsque nous parlons, nous éternuons, nous toussons, que nous contaminons les objets. Donc il est interdit d'éternuer, de tousser ici. C'est pour cette raison il est important de mettre les bavettes pour réduire la production de ces postillons-là, pour contaminer, puisque personne ici n'a fait le prélèvement, envoyé faire PCR et savoir si on a le virus là dans l'organisme avant de rentrer au studio. Donc c'est comme ça qu'on dépose aussi partout où nous passons. C'est pour cette raison on demande de se laver régulièrement les mains, parce que nous attrapons les poignées de portes de voitures. Donc ces mesures-là, pour le moment, c'est ce qui a permis à la Chine d'arriver au bout. Et il ne faut pas oublier que ce n'est pas 100% des personnes contaminées qui se retrouvent en réanimation. Il y a jusqu'à 85% qui guérissent naturellement, sans même l'aide des services de santé. Même sans chloroquine. Même sans chloroquine, parce que ce débat continue. Ce n'est pas pour prévenir, puisque vous l'avez abordé. La chloroquine, ce n'est pas pour prévenir. On va revenir sur ce sujet. Beaucoup de gens regardent. Donc, docteur aussi, alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les informations qui vous viennent sur cette maladie, votre collègue l'a dit, souvent de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, est-ce que vous les prenez comme argent comptant? Que faites-vous des informations qui circulent sur cette maladie-là? Est-ce que vous avez une cellule qui questionne ces informations avant de les envoyer dans le public? Est-ce que vous faites ce travail? Alors, Gilles, je peux vous dire que depuis la découverte du cas index jusqu'à présent, parfois il arrive, quand on me dit que c'est un samedi, je suis surpris. Parce que j'ai une désorientation temporale, vrai. Je n'arrive plus à distinguer le lundi du dimanche et tout ça, parce que tous les jours on travaille. C'est d'ailleurs le boulot que j'ai quitté pour venir directement ici, pour dire que tout... Il y a longtemps que je connais le week-end. Ah ouais, ça c'est très bien ça. Alors, pour dire que tous les jours, nous travaillons sur plusieurs thématiques. Vous savez, une épidémie de ce genre revêt plusieurs aspects. Les aspects épidémiologiques, l'investigation, la veille, la recherche des contacts, les examens biologiques et tout ça rentre dans les opérations. L'aspect psychosocial, il faut quand même assister les patients et leurs familles. Et parfois, ça revêt même l'assistance nutritionnelle. Il y a l'aspect gouvernance, comment on appréhende le mal. Et quand vous prenez les stratégies politiques, aujourd'hui, ça diffère d'un pays à un autre. Nous, on a la chance d'avoir au Togo la première autorité qui chapeaute, ce qui nous facilite la tâche. C'est sûr que si c'est les services... C'est une chance ou une contrainte? C'est une chance. Si ça peut être une contrainte aussi. Non, c'est une véritable chance, parce que nous avons le chef de l'État qui a le temps, tout le temps. Il est très ouvert. Il a dédié
tout son temps à nous écouter. Je vous assure que si c'est les processus administratifs qui devaient se dérouler, tous les intrants que nous avons eus ces derniers temps-là, je suis un administrateur, je vous avoue que ce n'est pas pour demain. Grâce à son implication personnelle, les intrants commencent par arriver. D'ailleurs, vous savez que pour acquérir ces intrants, c'est les processus de marché public avec tout ce que vous savez, l'autorité de régulation, des fournisseurs qui s'attaquent entre eux. C'est vraiment compliqué. Alors, c'est vraiment une chance. Ça, c'est sur l'aspect gouvernance. Sur l'aspect stratégie, pour donner des orientations opérationnelles, il y a plusieurs commissions qui travaillent de pair et alimentant les réflexions qui viennent d'en haut pour proposer des solutions idoines. Et parmi lesquelles des mesures qui ont été prises. Souvent, tout le monde parle de mesures barrières comme si laver les mains, distanciation sociale, c'est ça. Au fait, les mesures barrières sont de deux ordres, en gros. Mesures barrières, c'est pour dire tout ce qu'on fait pour barrer la route, en tout cas la propagation de la maladie. Il y a les mesures barrières individuelles et les mesures barrières collectives. Les mesures barrières collectives, c'est ce qui est pris par les autorités. Les mesures, par exemple, le bouclage des villes, la fermeture des lieux publics, des lieux de culte, la réduction à moins de 15 personnes de la participation au rite funéraire, etc., etc. Les transports, la réglementation du mode de transport et des passagers à monter à bord, la réglementation de la circulation dans les marchés. Maintenant, il y a les mesures barrières individuelles qui sont plutôt conseillées, parmi lesquelles le port obligatoire des masques, parmi lesquels ceux qui n'ont rien à foutre dehors, ils n'ont qu'à rester chez soi. Ceux qui savent qu'ils sont à risque de faire les formes graves de la maladie doivent rester chez eux. Si vous n'avez rien à faire dehors, d'ailleurs dans cette épidémie, restez chez vous. Ce n'est plus le moment d'aller vers vos amis pour dire « Ah, je veux passer vous dire bonjour ». Quand je vois des gens qui s'amusent encore à aller s'asseoir dans les bars, je leur demande pardon, retournez chez vous. Si vous voulez boire, allez acheter votre billet, allez boire. Lavez régulièrement les mains. Et à défaut, si vous avez du gel hydroalcoolique, passez-les par friction dans les mains. Mais le mieux, c'est de laver régulièrement les mains à l'eau et au savon. Évitez de vous serrer les mains quand vous vous saluez. Les petits copains, copines, évitez de vous embrasser. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez? Ah oui, c'est sérieux. Ça, c'est les mesures barrières. Je vais vous interroger sur ces mesures barrières. On va reparler de ces mesures. Tout à l'heure, le temps d'une pause pour une nouvelle édition du journal. On se retrouve dans un instant pour la seconde partie. Et là, les téléspectateurs auront l'occasion de vous poser des questions en direct. À tout de suite. Merci.